relater un peu les expériences que j'ai vécues au travers de formations, puisque j'accompagnais Gilles Davot et Thierry Marion sur justement ces changements et comment introduire les protéines végétales dans des menus, non seulement pour des enfants, mais aussi pour des adolescents. Alors on a eu le plaisir de travailler plusieurs fois et très souvent on se heurte en fait à des freins. Et on s'aperçoit que, mais comme tout changement, il est toujours difficile de mettre en place une nouvelle alimentation, de nouvelles recettes dans une collectivité. Donc, quel est le principal frein ? Le principal frein... Parlez bien dans le micro. Le principal frein que nous avons identifié assez vite, c'est que le cuisinier qui vient en formation avec des espérances, un grand espoir de pouvoir modifier sa façon de faire, finalement, une fois qu'il est de retour sur son site, il n'ose plus faire. C'est-à-dire qu'il est comme bloqué, et si je rate, et je ne sais pas exactement faire ce qu'on a appris, et puis finalement, j'ai peut-être pas les bons ingrédients, donc il devient comme terrorisé à l'idée de changer quelque chose dans sa façon de faire. Jusque-là, il maîtrisait des choses, et puis là, on lui demande de renouveler un peu sa carte, et pour le coup, il ne fait plus. Il est comme, c'est ça, terrorisé. Parce qu'on a une représentation aussi du plat. Alors, quelle idée on se fait de la nourriture et du repas ? Alors, Marie-Claire le disait tout à l'heure, tout à fait justement, c'est vrai que les cuisiniers ont eux leur propre représentation de l'alimentation. Et entre autres, il est vrai que dans leur formation, on leur a toujours appris que la viande, c'était le plat principal et qu'à côté, on servait un accompagnement. Nous, ce que l'on une garniture. Oui, une garniture. Alors, ce qu'on leur demande en formation, c'est de revisiter cette image qu'ils ont et finalement, cet accompagnement doit devenir le plat principal. Alors c'est quand même vous m'avez dit, une révolution copernicienne. Ouais. Mais c'est exactement ça. C'est vrai que c'est toute une culture qu'il faut réussir à modifier. Et alors, ça ne se change pas en un jour. Voilà, c'est ça. Le principal frein, c'est ça, c'est dans les têtes. Pour les cuisiniers, c'est vrai que c'est dans les têtes, mais pour les enfants aussi, pour tous les acteurs de la restauration, c'est vraiment... il faut faire un chemin, il faut cheminer. Il faut cheminer. Et il faut peut-être pas être seul aussi. J'aimerais que vous nous parliez des conclusions, des enseignements que vous avez tirés de votre travail. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça marche mieux ? Pour que ça marche mieux, parce que c'était vraiment oui, c'était vraiment notre motivation. C'est que quand on va former quelqu'un, il réussisse ensuite sur place à reproduire et à entraîner le changement. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on essaie, la plupart du temps, de non seulement avoir un cuisinier en formation, mais d'avoir aussi une équipe avec lui pour qu'il y ait un véritable projet d'établissement autour de ces changements qui sont vraiment profonds. Et donc aujourd'hui, oui, de plus en plus, on se tourne aussi vers les élus, on va vers les gestionnaires, on va vers les parents d'élèves ou leurs représentants pour essayer de donner du sens à ces modifications que nous souhaitons apporter en restauration. Donc un projet collectif d'abord. Voilà, il faut absolument... S'il n'est pas collectif, ça ne peut pas marcher ? Non, parce que c'est ce qu'on voyait tout à l'heure, le cuisinier qui arrive et qui veut introduire un changement, si son plat il est raté, si les enfants ne mangent pas, il va avoir une volée de bois vert. Oui, il va être tout seul à assumer l'échec. Absolument, et là il va se retrouver vraiment seul et ça ne va pas marcher. En tout cas, il ne renouvellera pas l'opération. Oui, c'est ça. Ça, c'est bien sûr, quand on est seul, c'est vrai que quand on veut tout changer, on s'expose, quoi. Voilà. On s'expose. Il y a d'autres enseignements que vous me disiez. Il faut aussi peut-être tenir compte de nos convives. Et oui, évidemment. C'est que les premières formations étaient vraiment tournées vers le cuisinier. Bon, on a compris qu'il fallait aussi allier les autres partenaires, mais il ne faut pas oublier le convive. C'est vrai qu'on avait cette prétention de dire que si le produit était bon, s'il avait été élevé dans un champ magnifique en Maine-et-Loire, et voilà. Si ce bœuf était une histoire, et si ces céréales, elles avaient vraiment été cuisinées avec beaucoup de soin, qu'elles étaient bio, qu'elles venaient de... Malgré tout, si le convive, il n'est pas au courant, il ne va pas manger, quoi. C'est aussi simple que ça. On lui sert quelque chose qu'il n'a pas l'habitude de voir. Eh bien, même si le produit est excellent, même s'il a été cuisiné avec soin, comme disait Marie-Claire tout à l'heure, il va pas y aller d'emblée. Alors, chez les petits-enfants, c'est vrai que, chez les enfants d'âge primaire, on arrive assez bien à faire passer un repas sans viande,
si l'enfant est bien encadré, c'est-à-dire si on a les prérequis, si on sait que, si le personnel d'encadrement est bienveillant, si l'enfant est en confiance, si on lui a raconté une histoire autour de cet aliment, ça se passe relativement bien. L'enfant n'est pas interpellé par le fait qu'il n'ait pas de viande dans son assiette. En revanche, chez les collégiens ou chez les lycéens, là, c'est un peu une autre histoire. C'est vrai que ils peuvent passer sans rien prendre, mettre du pain sur le plateau, aller vers des choses qu'ils connaissent, et puis le repas se passera comme ça. La surveillance, plus que l'animation dans les collèges et les lycées, elle est beaucoup plus distante. Et donc là, l'enseignement que nous avons tiré, c'est d'essayer de donner au cuisinier et à son équipe un rôle d'éducateur en santé et de communiquer autour de ce qu'ils servent, de pouvoir en parler et même d'aller jusque dans le restaurant pour pouvoir inciter les collégiens, les lycéens à manger ce qu'ils ont. Aller dans le restaurant, c'est-à-dire qu'il faut que le cuisinier qui prépare le repas aille au milieu de la salle, raconte quelque chose ? Exactement. Alors, on utilise au départ des supports. Ça peut être ce que nous avons fait. On prenait les graines ou les céréales que nous avions cuisinées le matin. Elles étaient crues, on les avait dans les poches. Et le cuisinier allait à la rencontre des élèves en leur demandant, tiens, cette céréale, est-ce que tu la connais ? Est-ce que cette légumineuse, tu vois ce que c'est ? Et puis, alors c'est vrai que la Mogette en vendait fastoche. Mais après, on allait jusqu'à dire, bon, et dans ton plateau, là, est-ce que tu peux nous dire où est-ce que tu la trouves ? Et bon, là, ça devenait un peu plus compliqué, surtout que Gilles aime bien mettre les graines de courge dans les desserts, voilà. Donc, on a eu quelques surprises comme ça, intéressantes. Enfin, en tout cas, on surprenait les adolescents. Et ça, en revanche, ils adorent être surpris. Ça marche à tous les coups. Ça marche. Ça marche à tous les coups. Ouais. Venir avec des graines dans les poches, ça c'est une bonne technique, ça. Alors ça, c'est une bonne technique. Alors, les cuisiniers n'y vont pas d'emblée. C'est vrai qu'il faut vraiment les prendre par la main, aller avec eux. J'ai une anecdote à ce sujet, c'est que... Bien dans le micro. Un des premiers cuisiniers que j'ai accompagné comme ça, donc il m'accompagne dans le restaurant, il était vraiment pas à l'aise, on avait nos graines, et je demande aux élèves, alors, vous connaissez la personne qui m'accompagne, là, vous savez comment elle s'appelle ? Il y en a un qui me dit, ça doit être l'infirmier. Je dis, ouais, méfie-toi, il vient te chercher. Voilà. Mais la blouse blanche, c'est l'infirmier, forcément. Voilà. Donc, ça montre le fossé qu'il y a entre les convives. Effectivement, voilà. Et après, quand il s'agit de nommer cette personne, il s'appelle Alain, Gilles, Antoine, mais bon, voilà. Donc, il y a peu de liens, finalement, entre le cuisinier qui, lui, pourtant... fait des montagnes dans sa cuisine pour préparer quelque chose de bon, de différent, etc. Et puis, finalement, son convive. Et il faut vraiment retisser ce lien. Effectivement, on va poursuivre la réflexion parce que c'est un enchaînement de témoignages qui est effectivement important. Donc, effectivement, moi, je vous parlais essentiellement de faire en sorte que ce qui a été... Je suis un peu embêté avec tout le matériel. Que ce qui a été préparé soit consommé. Je ne vais pas volontairement parler des menus spécifiques que l'on peut présenter dans un premier temps. J'ai très souvent été confronté lors d'actions de formation par des agents qui, alors sur des formations complètement annexes, posent des questions parce qu'ils sont en fait relativement inquiets. Inquiets parce qu'ils ne comprennent pas ou ils ne sont pas suffisamment informés. Et j'ai des exemples qui datent de quelques années, parce qu'il y a à peu près 25 ans que je travaille dans le domaine. Et c'est vrai que dans les années 90, je vais dire début de 90, quand on présentait des plats ou des menus un petit peu particuliers, non, plutôt quand on l'évoquait, il y avait... La grande majorité des personnes étaient réfractaires par principe. C'est une anecdote qui date donc de 92-93. Et dans cette commune-là, il y a 13 restaurants scolaires, une cuisine centrale, et ils servaient pour la première fois depuis plusieurs années des choux de Bruxelles. Et dans un des restaurants scolaires, une semaine avant le service, le personnel commence à parler du chou de Bruxelles aux différents enfants qui étaient là. Et puis se met une dynamique d'échange autour de ça. Durant le week-end, il y a même quelques enfants qui reviennent le lundi, enfin qui en parlent chez eux, qui le lundi reviennent avec des choux de Bruxelles, et même un qui revient avec une planche, montrant les choux de Bruxelles poussant sur le tronc. Dans ce restaurant scolaire, donc là, il y a eu un échange le lundi et mardi, le plat était servi le jeudi, et le responsable de la commune, qui a eu écho de cette spontanéité du personnel d'évoquer ce sujet-là, il se dit, je vais faire quelque chose, je vais aller dans ce restaurant scolaire-là,
en ayant demandé au personnel de mettre de côté les choux de Bruxelles, il fallait peser les restes. Et il fait la même chose dans les 3-4 restaurants voisins. Vous comprenez évidemment les faits. 3 fois plus de choux de Bruxelles ont été consommés. Bien sûr, même qu'une centrale, même production, etc. Dans les autres restaurants, il n'a pas été consommé, en fait. Enfin, 3 fois moins. Oui. Voilà. Beaucoup moins. Donc, beaucoup moins, si vous voulez. La seule différence, c'est le travail, mais ça a été un petit peu évoqué avant, c'est-à-dire le personnel s'était approprié, s'était mis en confiance et avait accepté d'échanger sur ce sujet-là. Évidemment, quand il n'y a pas de travail préalable, de mise en confiance du personnel, il ne peut pas mettre l'enfant en confiance. Quand on parle de l'aspect plaisir, comme ça a été évoqué avant, il est évident que tout ce travail, je dirais, de mise en confiance du personnel, parce que ça les interroge, ça a été un petit peu dit, ça les interroge sur leur propre représentation, leur propre culture, ben oui. leurs propres habitudes, l'éducation qu'ils ont eue, les sensations, les émotions qu'ils ont face au plat. Quand eux-mêmes ne sont pas à l'aise avec ça, ils ne peuvent pas être à l'aise avec les enfants. Donc le changement, c'est d'abord sur les personnels ? Alors, il y a tout le travail préalable, hein, tout ça c'est nécessaire, mais si on rate cette dernière étape, quel que soit le plat, hein, que ce soit un plat carné ou un plat végétarien ou un plat un peu atypique ou un aliment peu apprécié, poireau ou endive, si on ne travaille pas avec ce personnel-là, mais pas sur des formations uniquement, je dirais, spécifiques, mais globalement, enfin je sais que nous on cherche à introduire depuis longtemps, l'associer sur l'ensemble des formations, que ce soit ce que j'appelle moi des petites instillations, des petites graines, tiens, voilà, que l'on sème régulièrement dans les esprits pour qu'effectivement ces cultures-là, elles évoluent au fur et à mesure. Parce que parfois ils sont un petit peu, et ça a été un petit peu dit, Gilles a eu l'occasion aussi de être confronté à ça, quand on est face à des agents qui ne sont pas forcément volontaires, parce qu'ils n'ont pas eu la moindre ouverture. C'est pour ça que je disais que ça a changé, parce que quand dans les années 90, on l'évoquait, c'était une certaine imperméabilité. Et maintenant, on sent que, hop, il y a une petite écoutille qui s'ouvre. Et c'est pour ça que je dis c'est un travail au quotidien permanent. Ouais. Voilà. Et qu'il faut progressivement, et après, on peut aller plus loin. On peut aller plus loin parce que, effectivement, après, l'enfant, il va accepter de consommer, il va accepter d'en parler, et il va accepter de travailler le sujet.